présent, mesdames, messieurs, pour inaugurer la grande finale de notre première édition d'Eloquentia Bordeaux, je vous prie d'accueillir notre maître de cérémonie, Monsieur Julien Dupont. Merci d'être là ce soir parmi nous pour cette grande finale de la première édition du concours Eloquentia Bordeaux. Alors ce soir, parmi nous, on a des gens qui nous suivent depuis le début, d'autres qui arrivent ce soir en cours de route. J'ai rappelé un petit peu ce qu'est le concours Eloquentia. Eloquentia, c'est cette vocation à donner la parole à ceux qui la font pas forcément toujours, qui est une académie développée par Stéphane de Freitas et qui a voulu redonner la parole aux jeunes issus de l'université. On a pu à Bordeaux donc, développer ce concours et je suis très fier de vous présenter ce travail qui a porté sur des mois et des mois, et de 5 mois de travail avec des équipes du concours. Et ce soir, vous rencontrerez nos 4 finalistes, donc Perrine et Mohamed pour la petite finale, et Constance et David pour la finale. Donc c'est une grande chance, une bonne chance pour vous. On les a vu grandir, on a travaillé avec eux, on les a poussés, et ce soir, c'est vraiment un grand honneur de vous voir. Moi, je vous remercie aussi personnellement, vraiment. Je vais vous donner un petit peu le déroulé de la soirée. Dans quelques instants, je vais céder la parole à Rachel Pisoir, qui est la manager générale des concours Eloquentia en France. Je vous donnerai un petit peu la vision développée depuis 2012 par Stéphane de Freitas et les ambitions du concours Eloquentia. Puis nous céderons la parole à Maras et à Titouan pour un showcase sur un peu de slam et un peu d'improvisation. Vous verrez, c'est assez novateur. Puis nos jurys rentreront, nos candidats débattront, et à la suite de cela, évidemment, on aura une délibération. Faisal fera 2 de ses singles pendant cette délibération, puis nos jurys reviendront, et là, on aura le moment tant attendu qui est la reprise. Alors cette reprise peut parfois paraître acerbe, un peu ad hominem, comme on dit, mais elle n'est jamais méchante, toujours bienveillante et à prendre au 6e degré. Donc ne vous inquiétez pas, nos candidats sortiront grandis, bien évidemment. Et évidemment, à la fin, nous sacrerons le meilleur orateur de la ville de Bordeaux. Alors avant de céder la parole à Rachel, je tiens à dédier tous mes remerciements à l'ensemble des candidats et surtout à l'ensemble de l'équipe Eloquentia. Et les derniers mots seront que j'espère que ce soir vous êtes fiers de nous, parce que moi, je suis extrêmement fier de vous. Je vous souhaite une excellente soirée. En 2 mots, Eloquentia est né du constat. Eloquentia est né du constat où on vit dans une société où les gens ne se parlent plus, où les gens ne s'écoutent plus. On est dans une politique de la punchline. De là, on a voulu créer une agora où les gens puissent se parler, puissent prendre la parole librement, quelle que soit la forme d'expression, que ce soit du rap, du slam, du stand-up ou de la rhétorique classique. Aujourd'hui, Eloquentia, le concours est né à Saint-Denis en 2013, dans le 93, département le plus jeune mais le plus stigmatisé de France. Et aujourd'hui, le concours s'est exporté à Nanterre, à Paris-Sud, à Limoges, à Grenoble, à Bordeaux, à Marseille. Et ce soir, je voudrais remercier l'équipe d'Eloquentia Bordeaux qui, bénévolement, pendant plusieurs mois, s'est démenée pour que les jeunes du 33 prennent la parole. Alors Julien, Sarah, Suzanne, Laura, Donovan, Thomas, Samuel, Lucie, Nina, merci. Et Eloquentia, c'est surtout l'histoire de gens qui croient en la jeunesse, qui croient en la force des mots et qui croient en la force de la parole. Alors je vous souhaite une belle finale et bienvenue à Eloquentia. D'entrer dans le vif du sujet. La petite finale et la grande finale. Alors pour cela, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir les jurés de ce soir. Monsieur Guillaume Bouchon. Madame Isabelle Sarrier.
messieurs, je vous prie d'accueillir les 4 candidats qui vont s'affronter ce soir. Voici les 4 candidats qui vont s'affronter ce soir, mesdames et messieurs. David, Constance, Mohamed, David. Et pour la petite finale sur le sujet le savoir rend-il impuissant, je vous prie d'accueillir Mohamed. Bon. Apparemment, je vous ai totalement oublié. Ça arrive. Ça arrive. Une fois de plus, malheureusement. Allez, je vous prie d'accueillir M. Guillaume Puissant pour la présentation des jurés. Merci de m'avoir oublié, vraiment, je suis très touché. D'abord, vous dire que c'est un honneur et un immense plaisir d'assister à cet événement ce soir devant vous. Et qu'avant de démarrer, avant de laisser la parole à des gens infiniment plus brillants et compétents que nous, en tout cas que moi, je vais vous présenter un tout petit peu les jurés, parce que vous savez qu'après Saint-Denis, Nanterre, Limoges, Paris-Sud, Grenoble, et contrairement à la Liga avant Marseille, Bordeaux accueille ce soir sa première finale, Eloquentia. Ils étaient 42 candidats au tout début de l'aventure, et après 3 tours de sélection durs, intenses, douloureux, ils ne sont plus que 4 ce soir. C'est une joie absolue de vous voir. Un immense bravo à vous, bien sûr. Un immense bravo à tous ceux qui ont tenté l'aventure. Et puis pour les juger, évidemment, il faut un jury. Alors on a fait avec ce qu'on a trouvé. Vous avez donc un jury plus ou moins compétent, mais à l'évidence extrêmement beau. Composé d'abord de maître Charles Laroche et de maître Isabelle Châtenier, avocat et intermittent du spectacle au barreau de Paris, et qui sont présents depuis les premières heures d'Eloquentia, donc une partie de cette association, une partie de ma présence ici. Vous avez des problèmes avec moi, c'est de leur faute, c'est eux qui m'ont dit de venir la première fois. Et vous avez aussi des personnalités extrêmement plus connues que nous, mais avant de les présenter, je voudrais que vous ayez en tête que si vous devez tweeter ce soir, si vous devez commenter la soirée, si vous devez faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, sachez qu'Isabelle Châtaignier essaye d'avoir, depuis quelques mois déjà, gain de cause auprès de Charles pour l'adoption d'un chien. Donc si vous tweetez, si vous faites un Insta, un Snap, ce que vous voulez, il a été créé un hashtag il y a quelques jours à Saint-Denis qui s'appelle un toutou pour Isa. Je vous demande donc instamment d'utiliser ce hashtag un toutou pour Isa. Et si vous êtes vraiment sympa, vous mettez un deuxième hashtag avant novembre. Alors normalement, c'est Charles Laroche qui présente les jurés. Mais là, il y a une exception parce que nous accueillons Ésope et Maître Laurie Coste. Et pourquoi c'est moi qui m'y colle? Maître Coste, parce que taper sur elle, ça aurait été porter atteinte à la confraternité entre avocats. Moi, je suis au ministère de l'Intérieur, donc je les déteste, les avocats, donc je n'ai absolument aucun problème à taper sur eux, dans tous les sens du terme. Et Ésope, donc, qui est slameur, et pour moi qui suis non seulement au ministère de l'Intérieur, et donc, je veux dire, naturellement de droite, taper sur quelqu'un qui fait du slam, c'est-à-dire pour moi un truc qui existe, tout ce qui existe après le XVIIIe siècle n'a aucun intérêt. Et donc taper sur un slameur me fait tout aussi plaisir. Maître Laurie Coste d'abord. Laurie, donc, vous avez remarqué qu'il va y avoir un problème avec les prénoms dans ce jeu. Donc le maître Laurie Coste, vous êtes avocate au barreau de Bordeaux, et vous avez une double spécialité en droit de la famille et droit pénal, c'est-à-dire les deux spécialités du droit. Vous avez la chance de voir l'âme la plus laide de l'humanité, les divorces ou les crimes, c'est vraiment Isabelle de cette confrérie sympathique des avocats qui considèrent que, dans mon cas personnel, le ministère de l'Intérieur, la police, bref, a absolument besoin de contradictions pour que la vérité émerge, d'un point de vue très particulier, qui doute donc de la bonne foi d'un policier quand il vous arrête et qui pense que vous ne pouvez pas vous défendre tout seul, vous êtes un peu des grands enfants,
Et donc il vous faut un avocat que vous allez appeler maître, parce que tant qu'à faire, autant pas s'emmerder. Hein. Pour vous défendre. Je suis allé donc voir sur le site du Conseil national des barreaux la fiche de maître Loricos, et on y apprend, je cite, dans la spécialité de droit pénal, vous avez un onglet en dessous, vous cliquez, qu'elle peut vous aider, ouvrez les guillemets, dans l'assistance pour des délits, entre parenthèses, vol, usage de stupéfiants, faiblesse, faux, 3 petits points, c'est long, fin de parenthèse, écrit. Je ne lis pas au début, donc ça donne une assistance sur un truc totalement illégal à faire. Vous pouvez vous confier à votre avocat Loricos et elle vous aidera. Je note aussi que vous avez une spécialité en droit de la famille, et je suis allé lire aussi un peu ce que ces textes-là, et c'est très déprimant parce que c'est le programme de la vie sentimentale. Passe, puis mariage, puis droit de visite des enfants après une séparation, puis calcul de pension alimentaire, puis sinistre, au pluriel, dans tant qu'à faire autant accumuler, et à la fin, testament. Voilà, ça c'est un peu votre vie de couple à vous, hein, qui va se dévoiler sous vos yeux. C'est quand même très très agréable. Merci maître Poche. Je vous donne vos coordonnées à l'issue de cette finale, parce que je n'en suis qu'au fax et un très long chemin devant moi pour arriver jusqu'au testament. Ésope. Bien compris Ésope, vous ne vous appelez pas vraiment Ésope. Je voulais me renseigner sur vous, je suis donc allé chercher votre vrai prénom. Vous vous appelez Elvis. Vous aviez donc le nom d'une légende du rock, bon, qui a fini cocaïnomane avec un petit problème de surpoids. Donc vos parents avaient déjà une belle ambition pour vous, mais vous lâchez Elvis et vous vous tournez vers Ésope. Ésope, autre légende, un peu moins connue, légende des fables, mais qui lui aussi avait un problème, qui se trouvait être disgracieux, pour ne pas dire très très moche, bègue et boiteux. Évidemment, dans vos choix de prénoms, il y a une volonté quand même de ne pas choisir la toute facile. Ce qui vous permet d'avoir deux conclusions. Premièrement, vous allez cartonner, parce que vous n'avez que des prénoms qui claquent. Vous allez aussi un peu en chier. Comme je n'avais que ça, je suis allé sur Google Actu. J'ai tapé Ésope, Bordeaux. Premier résultat, je vous invite à faire l'expérience, des photos d'un ajouté. J'ai pas cherché à faire le lien. Mais plus sérieusement, vous êtes champion de France de slam junior en 2014, champion de slam à Bordeaux en 2016. Vous animez des ateliers d'écriture pour aider les gens à prendre confiance. Vous avez fait une masterclass ici à Eloquentia à Bordeaux. Et Zop, donc j'ai vu vos vidéos, champion de France évidemment, mais avec vous, je vous ai dit qu'on aurait peut-être une chance même de gagner la Ligue des Champions. Alors vous avez eu un aperçu absolument détestable de l'humour terrible qui est le mien. Je crois qu'il est temps de laisser la parole donc à des candidats qui n'attendent que cela, qui après leur discours vont enfin pouvoir glander, et je vous souhaite tout le courage du monde à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci Guillaume, merci pour cette présentation. Bien, ça promet. On peut commencer. Voilà. Voici, mesdames et messieurs, la petite finale. Les deux candidats qui vont s'affronter pour la troisième place. Perrine et Mohamed. Sur le sujet suivant, le savoir rend-il impuissant? Perrine répond par la positive. Dimanche dernier, 21h. L'heure est grave. Alors que je ne peux plus bouger, car paisiblement installé dans mon lit en train de regarder la saison 2 de la Casa des Papel, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous raconter la fin, mais à ce moment fatidique, alors que le suspense était à son comble, quelqu'un sonne à ma porte. Oh, j'ai eu un moment d'hésitation, je pensais que tout le monde faisait la même chose que moi, mais je me décide tout de même de me lever et d'aller ouvrir. Et là, devant ma porte, une amie en pleurs. Elle rentre et elle me dit « Mais assieds-toi, faut que tu parles. » Oh non, elle n'a pas refait le clip de Confession nocturne, mais c'était l'idée. Elle m'a en fait raconté ses inquiétudes concernant la fidélité de son petit ami et m'a fait promettre de lui dire si je savais quoi que ce soit. Très bien. Au même moment, le petit ami en question m'envoie un message. Alors je sors discrètement mon téléphone et je lis. Il faut que je parle. Je crois que j'ai fait une bêtise, mais ne dis rien à ma copine. Super. Situation inconfortable, vous en conviendrez.
Alors que devais-je faire? Dire à la demoiselle qu'elle n'était plus la seule et l'unique et trahir mon amie? Ou taire le secret et ne rien dire à celle dont le cœur s'émiettait déjà? Finalement, je savais, mais je ne pouvais rien faire. Mon savoir me rendait impuissante. Mais je ne suis pas en train de vous dire que rien savoir est préférable, car le résultat reste le même. C'est étrange de vous dire que le savoir rend impuissant. On aurait tendance à penser le contraire. Et on se demande aussi, impuissant dans quel sens? Alors, j'ai fait une recherche. Donc j'ai pris mon Larousse, édition 2018, très minimaliste, et j'ai lu. Impuissance. Incapacité pour l'homme d'accomplir l'acte sexuel au complet. Bon, vraisemblablement, c'était pas comme ça que je devais aborder le sujet. Quoique, quand vous savez que votre partenaire a de l'herpès, faut savoir et vu comment c'est décidé, ça semble. Donc, heureusement, Larousse avait prévu une alternative. Alors j'ai lu la seconde définition proposée. Impuissance. Manque de puissance. Inefficacité. Incapacité pour accomplir quelque chose. Bon, définition plus adéquate, surtout avec celle du savoir, qui est le fait d'avoir quelque chose à l'esprit, qu'on tient pour acquis et qu'on peut facilement vérifier. Par exemple, je sais que je n'aurais pas dû mettre des chaussures à l'avion parce que je vais encore rentrer pieds nus ce soir. Mais alors, maintenant, pourquoi le savoir rend impuissant? Commençons par le fait de trop savoir. Des chercheurs hongrois ont reçu une récompense, le Brain Prize, le prix du cerveau, quoi, en 2011, car ils ont remarqué que l'accumulation de trop d'informations exerce une telle pression sur le cerveau que cela a pour conséquence d'entraîner des dérèglements, schizophrénie, dépression, épilepsie. Donc, finalement, à quoi cela sert-il d'accumuler des informations si finalement vous ne pouvez plus penser de façon cohérente? Et Albert Einstein le disait lui-même, ne rien savoir est dangereux, mais trop savoir aussi. Parlons du savoir d'ailleurs. Vous vous souvenez sûrement de vos cours de philosophie du lycée. Bon, je pense que pour certaines personnes dans le public ou dans le jury, c'est un souvenir beaucoup plus lointain, mais on va essayer de s'en rappeler. On a tous étudié Socrate, qui disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Et quand nos professeurs nous ont enseigné cette maxime, nous ne savions qu'une chose, c'est qu'on n'avait rien compris. Et pourtant, c'était assez simple. L'homme se pose sans cesse des questions et tente d'y apporter des réponses pour élargir sa connaissance du monde. Et Socrate nous dit en fait que la reconnaissance de notre ignorance est l'attitude nécessaire à adopter face à la quête du savoir. Car quand vous savez quelque chose, vous remarquez les zones d'ombre autour, ce que vous ne savez pas encore. Alors vous creusez et petit à petit vous apprenez. Et ça ne s'arrête pas, car il est impossible d'avoir un savoir absolu sur tous les sujets. Nous ne sommes pas éternels, comment tout apprendre? Par exemple, vous voulez apprendre comment fonctionne l'écran. C'est un exemple, je suis sûre que ça n'intéresse personne tout de suite. Mais imaginez tout ce que vous allez devoir apprendre. La mécanique, le numérique, et que sais-je? C'est impossible. Alors finalement, trop de savoir rend impuissant. Et à trop savoir, on finit par ne plus réussir à faire des choix, ne plus prendre de risques, ne plus prendre de décisions. Et à l'extrême, on ne fait plus rien. Je m'explique. Vous avez l'idée de faire un saut à l'élastique au Népal. Parce que j'ai regardé, c'est dans les 10 meilleurs sauts à l'élastique du monde. Ça vous intéresse? Donc, ok, pourquoi pas? Si on part du postulat qu'on connaît le Népal comme juste un endroit magnifique grâce aux photos et que le saut à l'élastique est une activité sympa. Et si je vous dis que 27% des accidents ont lieu au premier saut, que 50% des accidents ont lieu sur les 10 premiers sauts. Toujours envie de sauter? Mais bon, n'oublions pas que c'était un saut à l'élastique au Népal. Alors, visitons le Népal. Mais quelle maladie peut-on contracter au Népal? En numéro 1, la tourista, ou diarrhée du voyageur. Ça donne envie. Mais on peut aussi décrocher une typhoïde, la gangue, le paludisme, l'hépatite A ou B. On retourne regarder la saison 2 de la Casa des Papel chez nous, en fait. Alors finalement,
Trop savoir et ne plus rien faire. L'insouciance et l'ignorance sont nos meilleurs alliés pour prendre des risques, prendre des décisions et accomplir beaucoup plus de choses. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trop savoir vous rend impuissant, mais ne rien ou ne pas assez savoir aussi. Mais l'argument est flagrant. Depuis toujours, pour gagner sa vie, il faut forcément travailler. Il faut forcément avoir un savoir théorique ou un savoir pratique, un savoir-faire. Alors, si vous n'avez pas de savoir ou pas assez, vous n'aurez pas de travail, pas de drap, pas de chocolat. Et je me suis moi-même rendu compte de ce problème entre trop de savoir et pas assez. Aujourd'hui, si je n'avais pas assez de savoir, je n'aurais pas su quoi vous raconter. Et j'aurais eu trop de savoir, je n'aurais jamais su par où commencer. Mais mon contradicteur vous dira que le savoir rend puissant. Ah, il vous le dira parce que c'est la réponse qu'il a à défendre, mais il vous le dira surtout car le savoir, ça implique les connaissances culturelles, que grâce à ça on peut élargir nos perspectives du monde, et que c'est magnifique. Mais le savoir ne se limite pas aux connaissances culturelles. Le savoir repose sur autre chose, et que parfois, il faut ne pas se reposer sur le savoir. Mais j'y reviendrai. Alors, pourquoi ne faut-il pas se reposer sur le savoir? Et pourquoi il rend impuissant? Vous avez déjà tous vu au moins un film où le méchant, avant d'asséner le coup final à la victime, regarde ses complices et leur dit « il en savait trop ». Ça fait un peu mafia. Bah, parlons de la mafia. Giusy Vitale est la preuve que la femme mafieuse existe. Elle était la marraine de la Cosa Nostra, une mafia sicilienne. Et entre 1998 et 2003, elle a dirigé le quartier des Vitale à Partinico en Sicile. Comme disait le parrain dans le film éponyme, en Sicile, les femmes sont plus dangereuses que les coups de fusil. Oui, heureusement que je ne joue pas dans le film, et oui, c'est extrêmement cliché comme geste, mais je sais pas faire l'accent italien. Donc, elle, qui dirigeait la mafia italienne, elle en savait trop. Elle en savait trop et elle a été arrêtée et contrainte à la collaboration. Donc, la mafia a voulu la faire taire, l'empêcher de divulguer les secrets. Mais pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre, vu qu'ils sont tous de mèche? Rappelez-vous ce que disait le parrain. En Sicile, je vais arrêter de massacrer le film, mais vous avez compris l'idée, car les femmes siciliennes impressionnent autant qu'elles inquiètent. Elles impressionnent, car il est rare de voir une femme à la tête d'une organisation mafieuse, et elles inquiètent, car il est coutumier de penser qu'une femme ne sait pas garder un secret. C'est faux. Un secret, c'est quelque chose qu'on dit à une personne. C'est ce que fait la femme. Elle le dit à une personne, à la fois. Alors finalement, tout son savoir l'a rendue impuissante, elle aussi. Je finirai par citer Ferrand Cromny qui disait « Comment savoir tout sans vieillir? Puisque le temps passe, puisque nous ne sommes pas éternels, comment pouvez-vous tout savoir? Et à quoi cela sert-il, puisque cela vous nuit, puisque cela vous rend impuissant? Et pourquoi ne rien savoir? Car finalement, vous resterez dans votre inertie et vous ne ferez rien. Donc le savoir, qu'il soit trop peu ou trop plein, entre de bonnes ou de mauvaises mains, ne permet à lui seul de rendre capable de tout. Il nous rend simplement impuissants. Alors il est temps d'arrêter de se reposer sur ce savoir et de commencer par penser avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Merci Perrine. Merci Perrine. Le savoir anti-impuissant. Veuillez accueillir Mohamed qui va répondre par la négative. On me demandera si je suis prince ou législateur pour parler de la politique. Je réponds que non. Et que c'est pour cela que je parle de la politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferai. Et je me tairai. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, 1762. Ces paroles
témoigne de la puissance de son savoir. Savoir qui, jadis sénataire, a inspiré la Révolution française de 1789 et plus tard encore la plupart des démocraties francophones. Le savoir rend-il impuissant? Non, car le savoir est une arme de construction massive. Et qui dit arme dit pouvoir. Qui dit pouvoir dit puissance. Et le savoir est donc une arme puissante contre l'ignorance. Mais qu'est-ce que le savoir? Perrine a tenté des définitions. Le savoir est protéiforme. Il y a le savoir scientifique au sens de science dure, mais il y a aussi le savoir que l'on peut retrouver dans les sciences humaines et sociales. Il y a le savoir spirituel, le savoir personnel, il y a le savoir-vivre, le savoir-faire, il y a le savoir-être. Mais le seul et unique véritable savoir, un peu de silence. Le savoir est donc protéiforme. J'en ai dit déjà. Donc le savoir est protéiforme. Il y a le savoir scientifique au sens de science dure, mais il y a aussi le savoir au sens des sciences humaines et sociales. Il y a le savoir personnel, le savoir spirituel. Il y a le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être. Et je disais justement que le seul véritable savoir, c'est le fait de savoir, c'est qui est utile à savoir. C'est de là, c'est de ce savoir-là que va venir sa puissance. Mais qu'est-ce que la puissance? La puissance, selon le célèbre poète MHD, la puissance, c'est la puissance. Il est important, voire nécessaire, même urgent, pour un homme impuissant, de le savoir. Ce n'est pas le fait de savoir qu'il est impuissant qui va le rendre moins impuissant, mais c'est justement son ignorance qui va le pousser à lutter contre son impuissance. Vous avez compris, je parle de l'impuissance sexuelle. J'espère qu'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de jeunes de moins de 16 ans, vous pouvez déjà quitter la salle. D'accord. Alors, quand on fait une rétrospection dans l'histoire de la littérature française, on se rend compte que la plupart des écrivains, des savants, des hommes, des femmes de lettres et de mots étaient particulièrement attirés par la littérature érotique. Je ne me demande pas pourquoi, je ne le sais pas. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, que vous voyagez avec moi à travers 2-3 auteurs pour voir si, et seulement si, le savoir rend impuissant. D'abord Baudelaire, Charles Baudelaire. Son savoir ne fait aucun doute dans le milieu littéraire. Baudelaire jouissait d'un savoir profond, et son savoir ne l'a jamais rendu impuissant. La preuve, dans tous ses poèmes, il parle de vice, de luxure, des amours interdits. Il parlait de femmes et de sexe, dans tous ses poèmes. Mais Baudelaire était-il un homme puissant? Bien sûr que non. Car, bien sûr que non, parce qu'on lui a même collé en procès, le procès des fleurs du mal, qui lui a valu des emprisonnements, en tout cas une condamnation pour offense publique à la pudeur, offense à la morale religieuse. Un autre savant, homme aussi de savoir, Michel Houellebecq. Houellebecq, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un homme de savoir. Michel Houellebecq, avec sa plume érotisée et son amour pour les mini-jupes, disait raconter une histoire, raconter un état des lieux. Il parlait de Alphonse Daudet, qui racontait lors d'un dîner chez Émile Zola avec Gustave Flaubert, il disait ceci. Alphonse Daudet
Il disait ceci: il me faut pour jouir contre ma chair, la chair de deux femmes. L'une que je manie et l'autre qui monte derrière de celle que je tricote. C'est des hommes de savoir. Et ces hommes de savoir étaient particulièrement attirés par la littérature sexuelle. Donc le savoir ne peut pas rendre puissant, parce que c'est des hommes et des femmes qui ont placé toute leur vie à mettre leur savoir au service de la sexualité. En tout cas, pour ma part, le savoir rend les puissances. C'est une puissance-là, je préfère mourir ignorant. Merci à nos deux candidats. À présent, nous allons sans plus tarder passer à la finale, la grande finale, qui va opposer Constance et David. Avec le sujet concocté spécialement pour cette finale, faut-il en rester là? Constance répond par la positive. Faut-il en rester là? Sacrée bonne question, quand même. Elle est bonne parce que instinctivement, on va se dire non, il ne faut pas en rester là, il faut persévérer. Bien, je suis très d'accord. Alors, vous verrez la suite avec David, mais je pense le contraire. Je pense que parfois dans la vie, il faut savoir s'arrêter là. S'arrêter là signifie, à un moment donné, face à un événement ou suite à un objectif atteint, savoir s'arrêter là. Bon, grande romantique que je suis, plus qu'elle est rupture qu'amour, je pense aussi instinctivement au fameux classique « je préfère qu'on en reste là ». Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles où en rester là est la meilleure solution. Alors, je ne parle pas des couples où dès que les papillons s'en vont, on s'en va vers d'autres comtés. Non, je parle de relations d'amour dans lesquelles on s'est investi, on a donné de notre personne. Mais malgré les efforts, ces efforts grandissent, deviennent de plus en plus nombreux, et donc ce ne sont plus des efforts. C'est douloureux, c'est insensé, mais parfois il faut savoir en rester là. Et ça fait peur. Mais la peur est un sentiment humain. Alors, je précise quelque chose dès maintenant, pour tous les perfectionnistes de la salle. Savoir s'arrêter là, ce n'est pas abandonner. L'abandon inspire un peu, parfois, un manque de courage. Et c'est tout l'inverse. En tout cas, ce que je viens de vous raconter, si c'est sincère, c'est tout l'inverse. Il faut prendre son courage à deux mains pour savoir s'arrêter là. Vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'il n'a pas persévéré, et donc la persévérance, c'est un manque de courage. Je pense qu'il y a une différence entre être déterminé et être obstiné, voire obsédé. Je pense qu'il y a une différence entre être résolu et être têtu. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai découvert mon sujet, faut-il en rester là, après avoir un peu paniqué, j'ai pensé tout de suite, immédiatement, à une histoire. L'histoire d'une étudiante en droit qui, dès son plus jeune âge, a voulu être avocate. Alors, elle a tout fait pour devenir avocate. Elle est entrée à la faculté de droit, elle a fait son petit chemin, pas peu semé d'embûches d'ailleurs, et elle a persévéré. Elle a persévéré parce que les études de droit, bonjour. Et est arrivé enfin ce moment fatidique du barreau.
ce concours qui vous permet de rentrer en école des avocats. Elle l'a passé une fois, elle l'a passé 2 fois, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et elle avait une 3e chance. Elle avait une dernière chance. Pourtant, elle a décidé de s'arrêter là. Ce n'était pas un abandon, ce n'était pas une fuite, c'est juste qu'à un instant dans votre vie, à cet instant dans sa vie, elle s'est dit qu'il fallait peut-être mieux en rester là. Elle a eu la sensation qu'autre chose l'appelait et que peut-être, on ne sait pas, elle reviendra, mais pour l'instant, ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Eh bien, elle a bien fait. Elle a sacrément bien fait, parce que si elle n'en ne serait pas restée là, elle serait ailleurs, mais elle ne serait certainement pas ici debout devant vous ce soir à kiffer. Mais faut-il en rester là? Oui. Ça fait quand même 2 minutes que j'y suis. Oui. Mais je pense que finalement, la question amène une réponse beaucoup plus complexe et plus lourde de conséquences que ce qu'on imagine. Après avoir creusé un peu, je me suis rendu compte finalement que la question « faut-il en rester là ?» amène une toute autre question. Sommes-nous capables, à un moment donné, d'accepter que ce que nous possédons nous rend heureux? Est-ce que ce que nous possédons à un instant T dans notre vie nous suffit? Et donc, par extension, est-ce que cela nous satisfait? Peut-on juste en rester là? Êtes-vous capable de me dire, vous, aujourd'hui, oui, je suis capable d'en rester là? Tout le monde connaît l'expression « c'est lorsque l'on a perdu quelque chose que l'on s'en rend compte ». Expression sacrément énervante. Parce qu'en règle générale, on vous l'a dit quand vous avez perdu quelque chose, ce qui a le don d'énerver. Mais si c'est énervant, c'est parce que c'est vrai. On se rend compte de ce que l'on a qu'une fois qu'on le perd. Donc, sachez de temps en temps, vous arrêtez là. Saint Augustin a dit, pour pouvoir être heureux, il faut savourer ce que l'on possède déjà. Bon, alors déjà, on est d'accord. Ce que je vous dis, je ne suis pas du tout en train de nier le fait que cela peut être difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est hyper facile. Surtout dans le monde dans lequel on vit, surtout dans la société dans laquelle on vit. Surconsommation, on en demande toujours plus, en qualité, en quantité, en tout. L'iPhone 6 est à peine sorti qu'on en est au 22. Grey's Anatomy existe depuis 14 saisons. Ça veut dire que la réalisatrice, à aucun moment, s'est dit qu'il fallait s'arrêter là. Ils sont tous morts au moins 2 fois. Les To Be Free qui chantaient ont su s'arrêter là. Sylvie Hanouna, toujours pas. Les historiens vous diront quelle idée a eu Napoléon d'aller se faire une 3e guerre en Russie. Il est revenu bredouille. Et alors la pépite, c'est qu'après une allée de scandales, François Fillon a voulu en rester là quand même. Alors, finalement, il faut en rester là, et tout ça rejoint la question du bonheur. Je ne vais certainement pas développer la question du bonheur, c'est assez gros comme ça, on va s'arrêter là. Et il y a un écrivain, un auteur, qui s'appelle Pierre Rabhi, qui justement parle de la sobriété heureuse. Pour cet auteur, il estime qu'à partir du moment où on a conscience de ce que l'on a, de ce qu'on a été et de ce qu'on est aujourd'hui, une fois que vous aurez assouvi votre désir, il reviendra. Situation instable. Donc, à vous de voir comment comptez-vous être heureux dans votre vie.
Je pense que je vous ai soufflé un peu la réponse. J'espère que vous avez retenu un peu la leçon. Moi, en tout cas, je m'arrête là. Faut-il en rester là? Veuillez accueillir David qui va répondre par la négative. Avant toute chose, ce soir, remercions ceux qui sont venus à l'Athénée plutôt que ceux qui ont préféré moisir devant la télé. Ce soir, nous sommes de ceux qui sont dans ce lieu dont le nom est chargé d'histoire, puisqu'il rappelle les hémicycles fréquentés autrefois par les Grecs de l'Antiquité pour écouter les poètes et les orateurs. Chers spectateurs, chers membres du jury, ce sont donc dans des conditions similaires, il y a à peu près 3 millénaires, que Homère conta le long périple d'un héros face à son destin. Et nous aussi, nous sommes embarqués dans cette épopée qui est l'Odyssée, mais l'Odyssée de la vie. Parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un fait, sans qu'il y ait un événement. Ces événements nous marquent, nous ont marqués et nous marqueront bien encore. Ainsi pouvons-nous en rester là. Mais chaque jour, pas un seul s'écoule sans que nous affrontions les difficultés. Les difficultés qui semblent être comme Goliath. Elles nous rendent impuissants. On se dit, elles ont cette force qui nous pousse à en rester là. Mais la vérité que nous ignorons, c'est que nous refusons de nous décider. Ce qui a pour conséquence de gâcher un potentiel, qui a pour conséquence de ne pas pouvoir profiter des événements, des rencontres et des faits imprévisibles que nous offre la décision de nous engager face à la difficulté. C'est alors qu'il faut persévérer et non pas s'obstiner. Aussi, bien sûr, il nous arrive de rencontrer des échecs et de les vivre comme des humiliations, nos trous de mémoire. Et alors on se dit, c'est une fin en soi. Et on va commencer à pleurer, à geindre. C'est très français d'ailleurs. Mais justement, ce sont ces échecs qui sont à la hauteur de nos ambitions, car nous sommes tous ambitieux. Et l'ambition est notre essence, notre définition, notre nature. Et ces ambitions sont incarnées par des hommes et des femmes qui, tenez, par exemple, Thomas Edison, pour apporter la lumière, n'a pas conçu 1, ni 2, ni 5 ampoules, ni 50,
ni 500, mais 1000 pour voir le jour. Les échecs ne sont pas une fin en soi. On peut arriver en finale de Coupe du Monde, se prendre un carton rouge et devenir entraîneur du Real. On peut aussi être ch'ti et arriver en finale d'Eloquentia. Mais tant d'exemples divers, dans tant de domaines différents, qui nous montrent que justement, nous pouvons tous réussir par nos échecs. Cependant, ce sont par les exhortations des grandes causes. Ce sont ces grandes causes qui nous poussent à ne jamais en rester là. Comment pouvons-nous rester indifférents quand chaque jour nous passons devant des malheureux, des vieillards, des esclaves? Cela semble être naufragé. Il semble s'être échoué sur les récifs de la vie. Et il nous rappelle que nous aussi, nous avons été naufragés et qu'il ne faut pas les abandonner. Nous ne pouvons pas en rester là. C'est ainsi que l'histoire s'est construite, par des hommes et des femmes qui, ensemble, ont donné de leur temps, de leur vie, pour pouvoir défendre des thèmes chers, tels que la liberté et la justice. D'ailleurs, ce sont dans nos heures les plus sombres de notre histoire, alors que nous étions en proie au monstre idéologique durant la Seconde Guerre mondiale, des gens, des hommes et des femmes n'ont pas voulu en rester là. Un éclair a surgi, celui de la résistance. Comment oserions-nous dire à ceux qui ont offert leur sacrifice qu'il fallait en rester là? C'est ainsi que des thèmes chers, tels que la liberté, la justice, nous permettent de ne pas se dire qu'il en reste là. Mais quand tout va bien, quand nous pouvons poursuivre l'œuvre qu'ont fait nos pères, par exemple, Charles Xavier veut permétrer le succès familial en reprenant la boîte de son père, donc de père en fils. Il y a Antoine qui veut reprendre l'exploitation agricole internationale, de père en fils. Quant à Louis, il veut devenir prêtre, de père en fils. Mais alors, si ce choix ne nous convient pas, eh bien, ce n'est pas grave. On ne s'obstine pas. Il faut justement pouvoir profiter que la vie nous offre d'autres possibilités. Ainsi, il faut persévérer dans notre choix, lorsque nous savons qu'il est bon. Néanmoins, ceux qui s'obstinent, ils vous diront qu'ils ont le vent en poupe, mais comme le Titanic. Malheureusement, ce soir, mon escale touche à sa fin. Je ne puis rester plus longtemps avec vous. Vous vous dites, qui est cet homme pour prétendre être poète ou orateur dans cet hémicycle, non pas fréquenté par des Grecs, mais par des Bordelais? Je vous répondrai comme Ulysse, je suis personne. Alors à la question, faut-il en rester là? Persévérez dans vos rêves, car le vent nous portera. Merci, applaudissons.
celui des délibérations du jury. Nous allons les laisser quelques instants pour déterminer celui ou celle qui gagnera le concours Léopoldine. Les 4 candidats qui ont été ici sur le témoin. Et surtout d'applaudir toute l'équipe d'Eloquentia Bordeaux qui a été incroyable. Car c'est grâce à eux que j'ai la chance de pouvoir aller dans votre ville si sympathique et riante. Parce que vous voyez, j'ai pris le train pour aller de la grande ville, pour aller chez vous à Bordeaux. Une ville si riante, si sympathique, c'est bucolique, c'est un peu des vacances à la campagne pour moi. Là, il y a quoi? Il y a la moitié de la ville ici. 8 mois. C'est ça qui est bien, c'est les gens qui sont fiers, qui ont des racines. À Paris, les gens, ils parlent plus, ils sont trop speed. Là, on a le temps, on se pose à Bordeaux. Et c'est ça qui est sympa. Parisien, tête de chien, oui, les parigots, bête de flot. Voilà, c'est ça que j'aime, chez eux. C'est des moments, c'est pour des moments comme ça que j'aime ça. Et c'est des émotions sincères qu'on voit notamment avec Perry. Ah, Perry, c'est une fille absolument merveilleuse qui commence par dire dimanche à 21h, l'heure est grave. Bah oui, c'était Bordeaux PSG, quoi. L'équipe est déjà championne, elle joue à 17h30, 1-0, c'est horrible, je veux dire c'est horrible. Et c'est quand même une fille qui, quand elle accueille son ami, chante Confession nocturne. Alors, Confession nocturne, c'est un titre, je crois, 2002-2003, le temps que ça arrive à Bordeaux. C'est comme Alain Juppé, on l'a eu à Paris comme Premier ministre en 95, on vous l'a refilé. Et c'est comme ça, c'est le temps de la mode à Paris, le temps qu'elle arrive à Bordeaux, il y a un petit décalage. Donc c'était des références magnifiques littéraires, parce que moi j'ai adoré. Et puis tu as eu surtout cette phrase, cette révélation sur l'herpès. L'herpès qui fait dire que quand votre partenaire a de l'herpès, ça vous rend impuissant. Et ça a soulevé un débat en délibéré. Il y a Aesop, il m'a dit non, pas spécialement. Ça marche quand même. Et puis, ce qui est beau, c'est que tu nous as parlé de choses très hautes et très nobles, et de Socrate, et surtout de ce moment du lycée qui pour nous est très loin, merci de le souligner. Tu nous as rappelé cette phrase de Socrate, c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais quel connard ce type quand même. Imaginez la scène, Grèce antique, machin, rocher pourri. Socrate, t'as un truc à dire aujourd'hui? Non. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Bah si, moi je sais une chose de plus que Socrate, ça me fait quand même un point, c'est que ton discours était parfait, il était très bien. Merci pour ta présence, merci pour ta voix, et merci pour tout. Le représentant d'En Marche à Bordeaux. Donc, un bolchevique, quelque part. Et là, quand même, c'est Mohamed qui commence par cette phrase en disant « Moi, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais. » C'est tellement notre grand leader, il est tellement parfait. Donc, un type exceptionnel, donc, qui arrive et qui nous cite surtout les plus grands poètes de la littérature française, MHD. Et ce qui m'invite quand même à une réflexion suivante, c'est finalement, lorsqu'on fait une classification un peu sommaire, 9-3, c'est la Champions League, 7-5, c'est la Champions League, mais 33, je vous laisse méditer là-dessus, les enfants. Alors, c'est vrai qu'on a quand même aussi un type qui tient un discours très puissant, qui parle de puissance, qui parle de possibilité d'injecter des trucs dans des choses. Et là, il précise quand même d'un moment, je parle bien sûr du sexe. De mon zob. Et c'est là où la bascule m'inquiète un peu. C'est l'enchaînement zob, puis j'aimerais voyager avec vous. Alors, où ça? Je ne peux pas le savoir, hein, non.
Et puis, surtout, il y a eu cette réponse biologique extraordinaire à la question, que personne ne s'est posée parce qu'elle n'a pas grand intérêt, c'est l'enquête exclusive qui sert à rien, c'est Baudelaire était-il impuissant? Réponse, non, il a eu un procès. Genre, moi, avocat, quand je reçois une assignation, je me dis pas, oh là là, c'est pas possible. Maître, mon confrère Coste, ici, pourra t'expliquer très bien que non, il n'y a pas, c'est avant que tu as l'érection et après tu passes au tribunal, mais c'est pas pendant en général. Ou alors, là, tu vas à nouveau au tribunal. Donc, c'est vraiment un truc qui m'inquiète un peu, mais malgré cet accès de folie, je ne peux te dire que j'ai apprécié énormément ton discours. Tu es un orateur hors pair et c'est ce que je fais, c'est ce que je sais et c'est ce que je dis. Merci. Aujourd'hui, ces 10 minutes, c'était une offre de service, quoi. D'idées de rupture, j'en ai eu beaucoup. C'est pas facile, hein. Mais je vous ai mis la photo Tinder, si ça vous intéresse. Et ça m'a fait un rappel avec le début de la soirée. Au début de la soirée, on a eu Guillaume qui a été oublié et qui a dit cette phrase. C'est « Vous m'avez oublié, c'est pas la première fois que ça m'arrive. » Et quelque chose me dit qu'il y a une phrase de Constance que tu as aussi beaucoup entendue. C'est douloureux, c'est insensé, faut peut-être s'arrêter là. Alors, il y a aussi l'histoire très touchante de cette étudiante qui tente la première fois un concours, qui ne l'a pas, qui tente une deuxième fois, qui ne l'a pas non plus, et qui se dit que la troisième fois, il faut peut-être s'arrêter. Bah, c'est un peu l'histoire de Mélenchon. J'ai envie de dire, peut-être que la troisième fois, faudrait pas y aller, hein, parce que là... C'est surtout ça. Pourquoi t'es pas dans le 9-3 là? Parce surtout qu'après, c'est là où ça m'émue beaucoup. T'as parlé de François Fillon. Ce petit ange parti trop tôt. Il a fait un boulevard. Il était là, il était à ça. Lui, il était à 600 000 voix pour de vrai. Et c'est la seule ville où on peut avoir ce genre de nostalgie. Et c'est tout de même assez magnifique. Alors, maintenant, je t'ai arrêté là. C'était le sujet de ton discours, et quelque part, c'est mon plus grand regret, c'est de ne pas t'avoir entendu continuer. Merci. À l'Athénée, au lieu de voir la télé. Non, il y avait Real Bayern de Munich, ça m'intéresse pas beaucoup. Ne dis pas le score, si tu dis le score, je te tue. Ah. Oui, c'est vrai, je préférais... Alors, plutôt que voir Cristiano Ronaldo, je préférais voir un type parler d'Homère, moi aujourd'hui sous Vlaki en Athènes. Voilà, c'est vrai, c'est là. Ça prouve quand même mon niveau de masochisme. Tu viens à Bordeaux pour entendre parler d'Homère et sous Vlaki plutôt que de voir un match. Ouais. Et finalement, voilà, je le regrette pas. C'est vrai que tu as dit que dans la vie, il n'y a pas un jour sans qu'on subisse des difficultés. Bah, la même, frère, putain, je te jure, mec. La vie est dure, et parfois tu meurs, et parfois tu as mal. C'est Thug Life, les mecs. Donc, c'était sans doute ce qui s'accrochait le plus du rap US West Coast façon bordelaise. Yo, les gars. C'est vraiment un truc absolument magnifique. Et surtout, en fait, quelque part, il y a un secret, je pense. C'est que tu es probablement un robot. Je l'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as parlé de persévérance et tu dis il faut persévérer et non s'obstiner. C'est un truc que seul un robot peut faire. Et surtout, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'au début de ton discours, tu as voulu absolument boire de l'eau. Un peu pour prouver que tu n'es pas un robot. Quand tu vas sur Internet et tu vas aller sur un site et pour confirmer une commande et qu'il y a que je ne suis pas un robot, il y a une terrible angoisse qui est mise. Je ne suis pas un robot. Hyper angoissé. Alors franchement, c'était un discours merveilleux jusqu'à ce que tu dises un truc qui m'a un peu chiffonné, c'est la phrase suivante. Thomas Edison a inventé la lumière. Non. Il a inventé l'ampoule.
Mais avant, il y avait quand même de la lumière. Ça me rappelle d'ailleurs ce qu'a dit Guillaume, c'est avant le XVIIIe siècle, ça m'intéresse pas. Mais justement, c'est avant, il y avait quand même de la lumière. Les gens disaient pas, putain, c'est noir, c'est chiant, on n'y arrivera jamais, les gars. Non. Il y avait de la lumière, ne rassure pas. Mais de la lumière, il y en avait surtout, et par-dessus tout dans ton discours, un discours qui nous a illuminés, un discours qui a illuminé la soirée. Et nous vous remercions tous d'être venus parce que quelque part, c'est votre présence de Bordelais sympathique qui nous fait que cette soirée est aussi merveilleuse. Allez-nous vers d'autres lumières, allez-nous vers d'autres éloquentia. Donc nous venons de Paris et nous avons tendance à penser que nous ne sommes que tolérés ici. Hein. On a bien compris, Parisien, tête de chien. Alors que moi, les chiens, vous avez compris, ça me dérange pas trop, j'aime bien ça. C'est une thématique assez récurrente en ce moment à la maison. Et surtout pour Guillaume, qui lui a l'habitude d'aller juger des concours à Limoges. Et du coup, être dans une vraie ville, pointer sur une carte, qu'on sait à peu près où elle se situe, c'est un peu son petit festival. Donc voilà, merci pour lui, ça lui aura fait sa soirée. Alors, Perrine, donc, qui est conseillère conjugale à ses heures perdues, nous l'avons compris, elle consulte même le dimanche à 21h. Si vous voulez noter dans vos petits carnets pour les soirs de déprime, ça peut toujours servir. Mais surtout, Perrine, c'est quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Hein? Tu nous as quand même parlé des souvenirs de lycée en disant, pour certains membres du jury, les souvenirs de lycée, ça doit remonter très loin. Alors excuse-moi, meuf, mais je vais quand même pas prendre des conseils de quelqu'un qui écoute encore Diams. Moi, quand j'étais au lycée, on n'écoutait déjà plus Diams à l'époque. Non, tu vois, se faire taper par les meufs, dire ça ses copines sur Confession Nocturne, non mais... Excuse-moi, quoi, à un moment, faut pas pousser. Enfin, tu nous as dit que les femmes ne savent pas garder un secret. C'est vrai. Et moi, je vais te dire une chose, mais ce n'est un secret pour personne. Tu peux être fier de toi. Alors, Mohamed, c'est un homme qui aime profondément la déconne. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans Le contrat social, le savoir est... Mais le seul savoir est celui de savoir s'il est utile de savoir. Alors on a appris beaucoup de choses avec Mohamed, hein. On a aussi appris que Baudelaire jouissait. Voilà. Il ne jouit pas, il jouit. Je laisse votre imagination fertile imaginer ce que ça peut donner. Nous avons aussi appris qu'Émile Zola et Gustave Flaubert étaient donc d'abominables partouzeurs. Grosso modo, on avait droit à peu près à toute la vie sexuelle des gens qui pèsent dans le 19e siècle. Alors, je sais que Bordeaux est très connu pour ses excellents vignobles, mais Mohamed était-ce besoin de se siffler la bouteille à Montpellier. Cela étant dit, Mohamed, tu as énormément de présence. Une présence de droite, mais une présence quand même. Alors merci beaucoup à toi aussi. Ah, Constance. Constance est une femme forte. C'est une femme avec des arguments puissants qui vous mettent KO tout de suite. Faut-il en rester là? Je ne suis pas très d'accord. Bah écoute, c'est super, moi j'avais un train demain à 7h, du coup je vais le prendre à 21h, parce que dans ces cas-là c'est bien, on rentre chez nous. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi je suis un petit peu occupée, en ce moment j'ai un emploi du temps assez chargé. J'ai un harcèlement moral à exercer sur mon mari. Je en train de m'acheter un chien. Et tu vois, c'est là où tu m'as perdu, Constance, quand tu as dit... Je pense qu'il y a une différence entre être déterminé et obstiné. Faux. En matière de tout, tous les coups sont permis. Ça fait 2 ans que je travaille Charles corps pour un chien. Si j'avais été juste déterminé, j'aurais lâché au bout de 6 mois. Mais non, j'ai continué. Je l'ai affiché devant 500 personnes lundi dernier. Et là, il y a eu un déclic. Il s'est passé quelque chose. Et je sais que le bon peuple de Bordeaux, qui en plus était humilié par cet homme odieux tout à l'heure, va me suivre dans le combat un toutou pour Isa avant novembre, avant Noël, ça sera très bien. Si c'est juillet, c'est encore mieux.
petite photo de notre labrador Chaussette. Si vous suivez le hashtag. Et je finirai juste dans le sens en disant, toi aussi tu n'en resteras pas là, car tu as énormément de faire. David, c'est le fils caché de Michel Sardou et de Michou. Regardez cette... Il est trop mignon. Ce que j'aime bien chez David, c'est qu'il est jeune, mais pas trop. C'est l'inverse de la MILF, en fait. C'est le jeune, il nous parle d'Homère, mais pas les Simpsons, en fait. Non, le mec de l'Odyssée, le truc relou, là, qu'on a tous lu au collège. Il nous parle de Thomas Edison, sans jamais nous citer Edison Cavani. Bon, non, ça n'intéresse personne. David, il n'est pas trivial. David, il est sérieux. Il n'est pas ici pour être ailleurs. Et c'est avant tout un homme qui ose. Je ne sais pas si vous avez retenu ce moment quand même très très fort qu'on a pu vivre ensemble grâce à toi, David. Car il en faut du courage pour faire son coming out devant 400 personnes. Oui, je suis ch'ti. Rendez-vous compte un peu, ses parents n'étaient peut-être même pas au courant. Voilà. Mais il nous a fait ce cadeau, ce moment comme seul Eloquentia s'est en procuré quelque part ce moment émotion. Alors à la question, faut-il en rester là, David? Persévère dans tes rêves, comme tu l'as dit, parce qu'ils vont te mener très très loin. Le niveau de suspense de la vie Perry. Incroyable. Dimanche, 21h, je me fais chier. Je regarde Netflix. J'ai faim, je me fais un paquet de chips. 21h15, je me fais toujours chier. Et là, suspense. Il y a des gens qui savent que j'habite. Putain, qui ça peut être? Parce que les gens normaux, vos amis, quand ils viennent chez vous pour chouiner, ils envoient un SMS avant. Genre, je te dérange pas, tu es en train de faire autre chose. Non, non, les amis de Perry, ils débarquent direct. Rien à foutre de tes soirées, rien à foutre. Donc les amis qui font bien chier, ça c'est la super exorde. Donc ça, vous êtes captivé dans le sujet direct. Là, vous dites, bon, je pourrais vous parler avec le Larousse, la culture, tout ça. Non. Non, j'ai renoncé. C'est quand même un peu là, et pour vous, vous êtes un peu public, vous n'êtes pas top. Donc on va parler un peu MST. Je pense que ça parle un peu à tout le monde. Si, notamment l'équipe Eloquentia, ça vous savez un peu de... Voilà. Donc je pense que comme il est 20h27, et qu'on est mercredi soir, on va parler un peu de problèmes érectiles, d'impuissance et tout, parce que c'est un peu une thématique, voilà, pour vous les hommes, je suis un peu là pour vous, voilà, pour vous aider. Avec le super argument qui est que plus on sait, plus on est impuissant. C'est l'argument de Glandeur au lycée. Tu veux étudier? Non, je compte avoir une vie sexuelle bien remplie. Donc je pense que je vais faire l'impasse sur ce chapitre du programme. Vous me permettez. Et puis avec des phrases qui vous êtes vachement, quoi. Le savoir rend fou, hein, ça a été prouvé. Albert Einstein disait rien savoir est dangereux, mais trop savoir aussi. Démerdez-vous avec ça. Albert Einstein il dit allez hop, démerde-toi. Hein. Prenons un exemple simple pour bien passer un moment chiant. Comment fonctionne cet écran? Non, si, c'est une vraie question. Comment fonctionne cet écran? Comment fonctionne même les lacets quand on est grand? Incroyable. Il y a encore des centaines de choses qui nous échappent dans l'existence. Moi, ça me... Oh, terrible. Et bien, on est à Bordeaux, l'argument de droite revient doucement, quoi. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Alors, les branleurs, les bloqueurs, les zadistes. Allez! Non, cette blague-là, tu aimes bien qu'elle passe pas du tout. Mais surtout, l'immense talent de Perry, c'est un talent d'hypnose. En moins de 5 minutes, elle vous a casé Gibbs, l'herpès, Einstein, le Brain Prize, le Népal, la mafia sicilienne, et pour vous, ça faisait parfaitement sens. Il n'y a aucun problème. Vous avez parlé pas d'Einstein, et là on est au Népal. Ah ouais. Là, si je vois le. Et là on est quoi? Là, la dingue. Ouais, si.
Si, on va très bien venir. Hein, donc, c'est un peu comme les jeux Kellogg's quand on était petit, le plan de péril. On prend le numéro 1, dire quel argument après? Oh, le 4. Et après le 18, et ben voilà. Je ne sais pas pour le savoir, mais pour le talent, lui tu l'as et il t'a rendu infiniment brillant ce soir. Tu commençais pas mal. Et t'as cité le mec que je peux pas cadrer. Le mec qui m'a fait chier avec ses confessions pendant des années de collège. Jean-Jacques Rousseau. La puissance de son savoir. Qui a lu le contrat social en entier? En vrai, ici. Allez, 1, la prof de philo. 2, 3. 3, 4. Vraiment le livre de gros loser, quoi. Hein. Personne ne l'a lu en entier. C'est super chiant. Et qui a des méga punchlines en disant c'est un peu une arme de construction massive. Et bon, les deux, ça fait un peu moins les mains, les slammers. Là, ils ont compris un peu qu'ils ont trouvé un mec. Quoi. Mais bon, moi je suis un Mohamed, je ne vais pas vous parler de savoir comme l'autre là. Moi je vais vous parler d'impuissance sexuelle. Je l'assume, hein, on va parler pendant un quart d'heure de vie. Et au moins, alors, tout le reste, j'ai mis Rousseau en entrée de gamme pour faire un peu le malin. Mais en vrai, moi ce qui m'intéresse, c'est le cul. Voilà, à un moment, bouchez vos oreilles les moins de 16 ans, ça va envoyer du Jacques Kelly. La seule connaissance de la littérature pour Mohamed, c'est au bac littéraire, dans son épreuve de français, c'était la vie sexuelle des auteurs. C'est-à-dire, parlez-moi de Zola et Charminal. J'aime bien les germes. Parlez-moi de Racine. Oh ouais, j'aime bien prendre Racine. Non. Ouais, on parlait culture là. Moi, je vérifie que la vie sexuelle des auteurs. Vraiment, les œuvres, j'ai pas trop bien regardé. Hein, ne m'intéressez pas. Et la preuve de ce qu'il raconte, c'est Baudelaire. Le mec, il parle de sexe dans tous ses poèmes. C'est parfaitement faux. Non, il y a peut-être une trentaine de poèmes où il parle de cul, mais lui, tous les poèmes de Baudelaire, c'est du cul. Là, il parle d'une porte, c'est sexuel. Oui, mais là, il dit qu'il veut juste rentrer. Oh, comme c'est sexuel! Oh, le cochon de Baudelaire! Quand il lui dit sois sage, oh ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Il parle, c'est. Bah, il appelle ma douleur, c'est tout, mais tout est sexuel. Le gars, il a une syphilis, par exemple. Les exemples qu'il vous donne, c'est gaulez-vous une syphilis, c'est une vraie preuve de virilité, quoi. Ou Welbeck, le mec qui fait les romans qui parlent le plus de masturbation du monde. Donc pour lui, la virilité, pour Mohamed, c'est se masturber. Donc tu dois être infiniment viril dans ta propre définition. Et tous les discours tournent pour dire au fond à la fin, tout ça pour vous dire, mesdames, messieurs, que moi-même, je suis plutôt sacrément puissant. Si, je le suis. Donc, si vous êtes intéressé à la fin, vous me donnez votre numéro, je vous calme dans mon agenda, vous pouvez venir aux essentiels avec Mohamed. Bon, après, vous aurez plus sexuel, parce qu'après moi, ça va plus récupérer. En tout cas, je ne sais pas, à une syphilis près, je ne te souhaite pas le destin de Baudelaire, mais tu as assurément aussi une plume qui vaut vraiment le détour. Merci beaucoup. Constance. Je suis plus calé, rupture qu'amour. Traduisons-les. Je me suis fait larguer plus de fois que je n'ai été en couple. C'est pas facile. Parce que le vrai courage pour Constance, c'est de larguer son mec ou sa nana. Le vrai courage, c'est quand Chad dit à Stacy, c'est fini entre nous. Je crois qu'il te faut un homme meilleur que moi. Ou quand Stacy dit, non, c'est pas toi Chad, c'est moi si je te largue. C'est-à-dire que dans la gamme du courage, il y a Arnaud Beltrame et Jean Moulin, ouais. Puis il y a Chad. Donc Chad dit à Stacy, arrête, arrête, je peux pas, ça me fait trop mal. On se fait du match, on se fait tous les deux. Et du coup, étudiante en droit, qui nous dit que si elle en serait restée là, on dit oui, vous voulez que je m'entende moderne, ça serait passé aussi, on a un problème.
Il me dit, mais en fait, je vais vous parler de moi. J'ai réfléchi à plein d'exemples extrêmement culturels, Baudelaire, Socrate, et puis je dis, en fait, le meilleur exemple pour mon sujet, c'est moi. J'ai bien cherché, vraiment, hein, et je ne vois vraiment pas la chose. Le seul problème, c'est qu'après 5 minutes dans le sujet, je vous dis, en fait, maintenant, ça fait 5 minutes que je vous parle de savoir s'il faut en rester là, et je me rends compte que c'est pas la bonne question. Mais je vous ai quand même parlé pendant 5 minutes, bon, remarquez, hein, ça m'a pas du tout empêché de... La bonne question, c'est, sommes-nous capables d'accepter que ce que nous avons nous suffit? J'ai pas la réponse parce qu'il m'a pris 30 secondes, mais j'ai enfin trouvé la bonne question au sujet. Hein. Et du coup, la seule chose que je peux vous dire en plus, c'est que les historiens vous diront que Napoléon s'est bien chié dessus. C'est-à-dire que Napoléon, c'était un peu une petite merde, quoi. Hein. Le mec, il avait rien à faire, et comme un con, il en a aussi. Alors le nain, là, le naze, les Corses, ils sont nuls, ces gens-là, ils sont nuls. Vraiment terribles. Et puis je vous en parler de Pierre Rabhi. Le mec qui a écrit un bouquin merveilleux qui s'appelle un mode de vie, qui s'appelle La sobriété heureuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Rabhi sort 2 bouquins par an, qui coûtent 20 € pièce, qu'il prend 20% de droits d'auteur, et qu'il le fait depuis 40 ans. Et après, le mec va vivre en disant non, la sobriété heureuse. Non, moi, ce que j'aime, c'est la campagne, c'est planter des tomates, quelques dizaines de milliers d'euros de droits d'auteur. Évidemment, mais je veux dire que le sens de la vie n'est pas là. Hein. Évidemment, maintenant que j'ai du pognon. Et puis, qui découvre à la fin qu'un désir qu'on accomplit est un désir qui a disparu. Et ça, lui, c'est moi qui l'ai découvert. Donc il y a 2500 ans de philosophie, au chiottes, et Constance a découvert qu'un désir que vous assouplissez, il n'existe plus. Vous voulez aller pisser, vous allez pisser, vous n'allez plus en pisser. Sobriété heureuse ou pas, sobriété talentueuse et géniale à l'évidence. Mais le niveau d'entrée de jeu, on peut réussir par nos échecs. Voilà, j'ai fixé l'ambition de ma soirée. Hein. Quand vous allez draguer quelqu'un, tu sais, je vais essayer de te draguer, tu vas probablement dire non, mais je pense que j'aurais réussi malgré mon échec. Et tu peux me larguer autant que tu veux, j'ai gagné en fait. J'ai déjà gagné. Qui vous dit, on est ici à la télé, vous pouvez dans la lignée des grands orateurs et des poètes. Je suis un peu leur descendant littéraire. Il y a Homère, il y a Ronsard, il y a Aragon, et puis il y a moi, naturellement, hein, qui vous fait des jeux de mots incroyables, que vous dites les difficultés sont comme Goliath, elles nous rendent impuissants. Et je m'appelle David. Et le type de droite remonte toujours un peu à un moment. Et il dit, oui, pleurer c'est très français. Mais ça, Constance. Oh, ça chie. Ah, c'est français, c'est vraiment des... Ah, j'y pense encore l'autre jour en remplissant ma déclaration d'ISF, ça me bouffe. Et là, il se trahit, il se dit, chaque jour, nous passons devant des malheureux, des vieillards. Déjà, pour lui, c'est la même chose. Quelqu'un qui est vieux et qui fait, je sais. Mais la fin, c'est mieux. Des malheureux, des vieillards, des esclaves. On est à Bordeaux, et le mec dit, chaque jour, je passe devant des esclaves. Sinon, la commission d'État, je sais partout. Mais dans la rue où habite David, ah bah non, moi, il y a toujours les mecs enchaînés. Ah si. Sens de la poésie, parce que tous ces gens-là, au fond, ils se sont échoués sur les récifs de la vie. Vous imaginez le commentaire BFM quand les migrants libyens se crachent en Méditerranée. Alors, qu'est-ce que vous voyez, David? Je vois des hommes qui se sont échoués sur les récifs de la vie. Tout de suite, ça rend BFM vachement plus sympa, quoi. Et il vous dit aussi, face aux démons nazis et des idéologies monstrueuses de la Seconde Guerre mondiale, un éclair a surgi dans la nuit. Pas d'euros, hein, ça n'arrive à rien. Et on se dit, mais il ne nomme pas. Je me dis, mais en fait, le mec il est en train de dire, Staline nous a sauvés. Bref, niveau culture top, hein, puisqu'il dit qu'on a le vent en poupe, comme le Titanic, qui est un aquatabeur. Donc, la connaissance historique comme
on s'en fout, hein, et qui finit en disant le vent nous portera. Hein, donc c'est très bien, on va citer des chanteurs qui punchent des gens derrière. C'est un peu le programme de la soirée, Coco, si tu fais chier. Hein. Tout ça pour dire que tu avais un immense talent, que je vous tape à toi dessus, mais que vous avez été infiniment brillant. Surtout que quand je repense à ce que j'étais capable de faire à mon âge, j'étais des millions et des millions qui étaient derrière. Merci. Mais alors, il y a des Bordelais dans la salle? Oui. Ok, donc on va reparler PSG Bordeaux 2 secondes. PSG Bordeaux, je viens d'aller voir les stats. 64% de possession de balle pour Paris. Ok, les gars possèdent plus la balle. Et avec 64% de possession de balle, ils font quoi? Un but. À quelle minute? 78e. Combien de tirs? Ça c'est important. Combien de tirs? 9. Combien de tirs cadrés? 2. Voilà, ça c'était juste. Non, pas les chats. Perrine, toi tu nous as direct exclu le sujet de la sexualité. Ça n'a pas du tout un mot, parce que lui on a compris qu'il était à fond. Et pourtant, t'avais une phase là. Parce que si je vous dis 20 ans que c'est dur, 20 ans que ça dure, est-ce que ça vous parle? Oui. Là, je m'interrogerai parce que c'est en effet le slogan des 20 ans du Viagra. Donc, elle est jeune, elle a 20 ans. Il y avait en effet ce sujet que vous pouvez faire de rebondir et qui répondait à la question de savoir quand il est puissant. Effectivement, on a l'exemple parfait de ce que le savoir rend puissant avec ce Viagra. C'est juste une aparté pour répondre à mon parce qu'après, on va bien aller sur ton sujet, Momo, on va bien aller sur la sexualité. Mais ce que je retiens de la prestation, c'est que c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas avoir. D'abord, entre le mec de ta pote et ta pote, choisis de couvrir le mec de ta pote. Ensuite, c'est la pote qui est tellement pourrie que, outre les références à Vita, comme on t'a dit, et à Diane, parce que moi, ce qui craint le plus, c'est Vita quand même. Après, c'est Diane. Tu vas choisir de nous faire la Cendrillon et tu me dis, ouais, je suis en soirée, en fait, je rentre tellement bourrée que je vais pas prendre mes chaussures ce soir. Et ensuite, tu veux pas faire de parachute parce que tu as peur de crever. Tu nous parles de déficience neuronale, tu nous parles de peur de vieillir et tu nous parles d'Einstein. C'est un peu chiant à en crever, mais malgré ça, je t'ai trouvé encore une fois exceptionnel. Tu as eu encore ce petit défaut de rat de bibliothèque, on a l'impression que tu avais bouffé cette bibliothèque avec toutes tes références, mais je continue de penser que tu es brillante, tu es fraîche, tu es talentueuse et donc je t'invite à poursuivre comme tu l'as fait ce soir. Momo, tu sais que je vais pas te louper. Je le connais pas, je l'appelle Momo depuis la demi-finale parce que je trouve que c'est mieux. Momo, c'est le seul gars, il va te dire un peu de silence s'il vous plaît. Avec un calme, là où toi tu t'énerverais, le gars va te dire un peu de silence s'il vous plaît. Et ça passe. Ça passe comme une lettre à la poste. J'ai aussi noté ce qui m'a fait rêver. Le savoir, c'est le simple fait de savoir ce qu'il est utile de savoir. Et là encore, ça passe. Alors, au moment où on a compris qu'il y avait une vraie problématique avec le sexe, j'ai relevé certains des mots: mini-jupe, plume érotisée, jouissée, tripote, derrière, maître, sexualité. Il y a une vraie frustration. Il y a une vraie frustration et je suis obligée de le dire. Désolée, c'est Guillaume quand on est rentré dans le KGB pour délibérer, parce que oui, on a délibéré dans un KGB. Eh bien, Guillaume a dit, on a abordé le sujet, on a dit Momo, il a fait bit, bit, bit. Et alors, du coup, j'avais fait cette réflexion du rythme un peu à l'africaine en demi-finale. Et là, t'as fait du mieux. Mais du coup, je me demandais, Momo, le sexe avec le rythme à l'africaine, ça donne quoi? Je me suis demandé si ta frustration ne venait pas de ce problème de rythme. Et donc, je te fais un cadeau ce soir. Je t'ai acheté un paquet de lions parce que je te souhaite qu'une chose, c'est que le tigre reste en toi. La dernière fois
que tu avais le droit, qui était absolument propice à la profession d'avocat. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, tu me mettais un beau tas, comme ça, ta profession, c'est de la merde. Je ne te dirai pas forcément sur certains points, tu le sais. Maintenant, on a un peu plus intime, je peux te le dire, la vocation qui est la tienne, c'est de répondre au téléphone rose. T'as une voix qui est absolument sensuelle. Heureusement que tu t'es pas retrouvé un petit verbal avec Momo parce qu'il avait voilà, donc effectivement, du bon tac, t'as un truc qui est trop mignon, tu pourrais le mettre en description de ton profil Tinder ou Adopt Mec, c'est que tu caresses tout le temps là. Comme ça, elle est gênée, elle fait. Comme ça, et elle refait. Donc tu regarderas sur la vidéo, tu le fais, c'est vrai. Et ça, c'est donc voilà. En tout cas, j'ai remarqué que tu avais dû amener sacrément du vent, parce que tu as eu une conversion qui était du tonnerre de Dieu. Et ensuite, du reste, t'as parlé de Bérec, t'as parlé de Philippe. C'est trop de drame pour moi et je pense qu'il faut en rester. David, j'ai adoré ton rebondissement. Tu t'es planté, mais tu t'es planté. Et tu l'as assumé, mais brillamment. Franchement, c'était excellent. Et sur ça, je pense qu'on peut l'applaudir parce que ça fait. Après, je pense que quand tu as dû bosser ton sujet, tu as dû faire chier, et donc tu as dû allumer la télé. Et à un moment donné, tu as dû tomber sur le remake de la pub de Trivago. Combien de thé compare Trivago? 100 000 10 000 100 000 1 million. Et tu me l'as refait avec les ampoules. Et combien d'ampoules? Bon, sur la référence, il y avait mieux à trouver que Trivago, mais c'était pas mal. L'autre chose que je pourrais te dire, c'est que c'est quand même un putain de sexisme. Parce que tu passes. Oh, si, non. Tu passes ton discours à nous dire, et ce sont plein de femmes et d'hommes, et tu nous cites Antoine, Charles, Louis, Goliath. Tu commences même en disant, chers spectateurs, les spectatrices, je dis Ulysse, voilà. Et les femmes dans tout ça, 0. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Surtout, concernant notre sujet, fallait-il en rester là? Je ne le pense pas. Alors, je vais vous faire une dernière confidence et j'en terminerai par là. La demi-finale s'est faite à l'Institut Bernard Magret. Comme vous le savez, à Bordeaux, les Bordelais, il y a le resto de Robuchon à côté. Tout le monde le sait, je l'assume. On vous l'a dit tout à l'heure, les avocats sont des pourris. J'étais étonnée que les membres de l'Europensia, les membres en tant que candidats, ne souhaitent pas nous corrompre. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pensent-ils pas nous corrompre? La solution, ça aurait été que les parents participent, que vous financiez, que vous nous invitiez. Bien évidemment, et moi, j'aurais donné ma voix à celui qui nous payait le reste. Ce soir, je vous laisse la chance de vous rattraper. Il y a le Mama Shelter à côté là. Je suis un bon resto, j'ai regardé la carte, 30 balles le menu. Je vais pas y aller toute seule, déjà on est 1,5. Non, je ne suis pas grosse, je suis enceinte. Et puis j'ai une invitée dans la salle, ça fait 2,5. Si vous faites le calcul, ça fait 70 balles. La bourse d'études à gagner à la fin, elle est de 500 €. Vous déduisez, il reste 530. Vous êtes les gagnants. Les parents, vous pouvez participer. Moi aussi, je pense à mon enfant. Faites de même. Vous venez dans la chaîne. Là, vous vous dites, ouais, mais Laurie, ça fonctionne pas ton truc parce que tu comptes plus le voix dans le jury. C'est faux. C'est faux. Et là, j'ai envie de faire une petite impro. Vas-y, c'est parti. Ouais, comme je vous disais, j'ai plus d'un tour dans ma poche et je vais commencer par toi, Charles Laroche. J'ai vu sur ton profil Facebook que tu adorais les chocolatines. Non, on dit pas un chocolat, je crois. Je t'en ai ramené une, je ne suis pas une coquille. Je barre le cœur sur le papier. Je barre le cœur pour qu'Isabelle n'ait pas peur. Isabelle, j'ai lu sur le papier. Ouais, les calés. Je me suis donc permis de ramener des calés pour t'offrir de te régaler. Il me reste les amis slameurs, rappeurs, professeurs.
professeur que je n'ai pas oublié. Alors permettez-moi pour ce faire de vous dédier cette immense humilité. Vous l'avez compris, j'ai les poulets payés dans ma chaîne. C'est parti ce soir soirée. Depuis tout à l'heure, on commence avec Perrine. En fait, j'ai une vraie question. Vu qu'on commence à chaque fois avec les filles, est-ce que c'est du sexisme, de la politesse, de l'élégance? J'ai du mal à savoir. Je confonds tout le temps. Elle dit... Non, déjà. En fait, je fais semblant de prendre des notes depuis tout à l'heure. En tout cas, on est artiste. Déjà, j'aimerais te féliciter parce que tu as ouvert la soirée. C'est toujours très difficile de commencer en premier, de se livrer. On n'a pas pris la température de la salle encore. Donc j'aimerais beaucoup qu'on t'applaudisse. Mon sujet, du coup, parce que tu me corriges si c'est pas ça. Je suis nouveau tout à l'heure. Le savoir rend-il impuissant, c'est ça? Tu nous parles de la Casa de Papel. Je connais la série, le savoir. Tu me parles de la Casa de Papel, je pense à Tokyo, pour ceux qui connaissent. Et quand je pense à Tokyo, je suis pas du tout impuissant, ça c'est sûr. Sauf qu'après, elle nous parle de Diam, c'est du coup ça redescend d'un coup. J'aimerais te dire merci pour ta poésie, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir à la masterclass que j'ai donnée à Kej, et j'ai comme l'impression que tu as multiplié ton niveau, et félicitations, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ah là, c'est là on parle de cul, c'est ça? Merci à toi, Momo, de ce voyage un peu charnel, un peu romantique, un peu avec beaucoup de sentiments, beaucoup de rouge, c'était sympa de naviguer avec toi. Tu nous poses la question rhétorique, figure de style, boum, on est là-dedans. Baudelaire est-il impuissant? Ensuite, t'enchaînes direct, tu dis non, il n'est pas impuissant, j'en suis sûr, bien sûr que non. Tu m'as l'air beaucoup informé sur le sujet que Baudelaire soit pas impuissant. Non, soit t'avais une vraie attitude. Franchement, t'es arrivé, je me suis dit, ouais, culé, c'est quoi ça? Chemise un peu découtonnée et tout, non, il y avait un truc. Et j'ai noté que quand tu parlais, t'allais un peu à gauche, t'allais un peu à droite. T'es un peu notre Emmanuel Macron aujourd'hui en fait. Je sais pas trop. Beaucoup de poésie. Tu nous as fait rire. Tu nous as fait bander peut-être pour certains, je sais pas. Et je te dis merci. Merci à toi. On commence par une fille du coup, vu que c'est la coutume qui est. Ouais. T'es arrivé, tu t'es levé et j'ai fait waouh, gros charisme. Vraiment beaucoup de charisme. Je sais pas à quoi tu pensais, mais t'es arrivé en mode soldat, genre je sais pas. Tu t'es levé, t'as fait ok, c'est parti. Et tout le long du truc, tu faisais des lignes droites là, t'étais comme ça. Et tu te posais un peu. Ok. Non, mais c'est très élégant. Qu'est-ce que j'ai noté sur toi en vrai? Ok, non ouais, j'ai adoré, oui mais je suis nouveau, je suis plus vieux. J'ai adoré quand tu as énuméré les séries, en commun d'ailleurs. Tu nous parles de Grey's Anatomy, tu dis qu'il y a eu 1 milliard d'épisodes, etc. C'est vrai, hein, mais je crois que tu es la seule à les regarder en fait. Hashtag Netflix et beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance, et encore une fois, c'est toujours très difficile d'ouvrir, parce que là, pour le coup, le mec est bilingue. Je te remercie pour ta performance,
C'était vraiment super cool. Et on va tous applaudir. Toi David aussi, je t'ai eu à masterclass à Kedge. C'était un plaisir et un plaisir que tu sois arrivé jusqu'ici. C'est pareil pour toi, je suis vraiment content. Ce qui est drôle avec toi, enfin ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quand tu parles, t'es là et puis d'un coup tu t'arrêtes et tu fais genre un... Je sais pas, il se passe un truc. Vous avez remarqué ou pas? Genre, parle comme ça, normal, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de charisme, beaucoup de... Le mec est distant. Comme ça, et puis d'un coup, hop, un pas de danse. Genre, il part comme ça. Fin de film. Comme tu as oublié ton texte, ok? Voilà, comme ça, tu n'es pas tout seul. Non mais c'est vrai qu'il a oublié, mais en fait il s'est tellement bien rattrapé. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas. Est-ce qu'il était prévu, le trou de mémoire? Non? Donc est-ce qu'il aurait pu être prévu, mais ça donne un style, il y a quelque chose. Et quoi qu'il arrive, tu t'es super bien rattrapé, tu as su rebondir là-dessus. Et on dit chapeau l'artiste, mais bien joué. Merci à vous, public, aussi, d'avoir supporté toute cette poésie et tout ce discours. Et j'espère que vous allez bien. Je vois là-bas que la mademoiselle a chaud. Vous allez toujours bien? Oui. Merci à vous. Il est arrivé, il veut se faire remarquer. Ouais, ça y est, ouais, je suis à l'heure. Hein. Merci de m'avoir laissé tout seul. Bonsoir à tous. Tu m'as laissé tout seul, un peu comme ton inspiration à un certain moment. Mais je te comprends, t'inquiète, c'est des choses qui arrivent. Si tu regardes ce que je fais en termes de rap de temps en temps sur internet, tu verras que des trous, j'en ai souvent. Ça a inspiré Serge Gainsbourg d'ailleurs, ça se voit pas, mais je fais les deux. Et montre-nous un peu ce que tu sais faire. On va y aller, tu vois. J'aurais pas l'éloquence de nos amis qui ont étudié du droit ou qui ont étudié tout court, qui ont étudié ou qui n'ont pas étudié. Mais non, mais voilà, Pour ma part, ma chance, c'est que je n'utilise même pas les mots, donc à plus tard. Ok. À un moment, t'as eu un coup, j'ai vu que ton esprit a bloqué. Tu t'es très bien rattrapé. Au Rap Contenders, on aurait dit que t'aurais choqué. Les rimes, je les ai adorés. Mais une chose est sûre, c'est que les si de ton côté s'accordent plutôt mal avec les ré. Si je ne serais pas, ne le refais pas. Si je ne le serais pas, dis-moi, c'était quoi le projet? Il parle mieux de toi, il a fait SMG. Comme ça, tu vas le faire. Les rimes, je les sors pour clair. Et non, tu rigoles. Tu rigoles, mais la syntaxe, tu l'as détruite. Si l'histoire ne s'était pas construite, mais c'est comme ça que j'arrive là de fuite. C'est comme ça qu'en termes d'impôt, je cherche la suite. C'est vrai que parfois on voudrait bégayer. Pourquoi tu me filmes? C'est lui qui chante prier. Écoute ça, oui, ça nous va bien. On va pas se mettre aux ordres, non, on n'est pas des chiens. Et là, on pourrait savoir qu'en termes d'impôt tout de suite, bien on me rappelle, je ne sais pas pourquoi, quand on est resté dans la prison, des exemples, ça fait pas peine. C'est comme ça qu'on le fait, les rimes on les a tapés. C'est comme ça que je te le dis que les rimes, oui, tu les pisses ça. Oh oui, tu les pisses ça, mais mon Dieu, je ne l'ai pas imaginé avec une tourista. Comme ça qu'on le sort. Je te dis que les rimes tout de suite n'ont pas de décor. Yo, en termes d'éloquence, une technique, on essaie de dire dans un discours moins de 10 fois, je m'explique. Yo, et on pourra toujours le sentir. Les rimes tout de suite, oui, je les ai sentis sans mentir, mais écoute ça, il y avait un truc de coquin, je crois que tu vas vraiment toucher quand t'en parlais du parrain. Oui, on pouvait le faire ici. Les rimes, c'est comme ça que je les sens, oui, ça m'a aidé. Yo, ça m'a aidé.
m'aider, je pensais que t'étais intelligent jusqu'à ce que t'évoques MHD. C'est comme ça qu'on a attaqué. Les rimes, je te l'ai dit tout de suite, on va les baffer. Mais il y a un truc que je kiffe. Ouais, t'as mis un stop dès le début, il est arrivé en mode hip-hop. Ouais, tout de suite, je vais pas me planter. Pour commencer, il dit à Périne, c'est bien tenté. Mais ensuite, on a vu la verbe de textuel, ou peut-être plutôt quelque chose de sexuel. Non, j'arrive et je fais sion. Maintenant, je te le dis tout de suite en termes de confession. Ouais, je te le dis en termes de confession. Il serait temps que tu manges un peu plus de lion. Pourquoi? Attention, je vais t'expliquer le concept. Oui, je vais t'expliquer le concept. Mon ami, t'aurais pu aller loin. Ceux qui en parlent le plus, c'est eux qui en font le moins. Et on pourrait éviter des débris. Mais encore une fois, non, on ne va pas en finir. Et là, je te le dis, il y a des missiles. Maintenant, j'y mets bien l'arme de destruction massive. Celle-ci, tu l'as placée, ça va se savoir. Ouais, dédicace aux anciennes émissions à l'ancienne. Et on se demande pourquoi je la dédicace à toutes les meufs. Vous avez pas compris que je parlais d'une émission sur RTL 9. Et on pourra toujours le faire. Et bien, c'est comme ça, je les sors pas juste pour plaire. Maintenant, je te le dis, j'arrive et je le sens. Je sens qu'en impro, tout de suite, je deviens reconnaissant. Et maintenant, encore une fois, ce que j'ai estimé, c'est quand tu as anticipé l'angle. Wow. Yo, tout de suite elle l'a dessiné, et ça avec le monsieur, elle est parlé de obstiné, obstination, voilà la narration, oui l'éloquence, ça reste notre passion, et on voudrait savoir où est-ce que ça va finir, attention je te le dis, moi j'aime ça dans ton sourire, oui Périne est contagieuse, ça je le sens, écoutez ça ici il s'est donné même à 100%, et encore une fois je pourrais finir dans Télétoon, dédicace au gars qui assume qu'il est pote de Danny Boone, yo. Maintenant on l'a fait, et maintenant je te le dis, ici qu'est-ce qu'il y a? Ouais je te le dis, ici qu'est-ce qu'il y a? Faites du bruit pour ceux qui ont fait le éloquentia. Je me suis senti puissant. Pour la demi-finale, la deuxième place. La troisième. C'est le vainqueur de la petite finale. Ok. On a fait STMG. Et c'est le moment. J'ai le savoir. Et ben je me sens pas plus puissant pour autant. On a pu même faire un jingle, t'es là, maintenant il serait temps d'utiliser un peu. On analyse un peu le cachet qu'ils ont mis en cause. Le temps que je remonte le machin. Ah bah, Aucune. Vu comment vous avez l'esprit placé. Quoi. Allez, montre-nous l'étendue de tes talents pour annoncer le vainqueur de cette finale. Et le vainqueur de cette finale, qui ne soit pas très public, le vainqueur, c'est le public. On arrive, on se lance. Peut-être en finale, bientôt pour la France. Oui, pour Constant. Les non achetés, les yeux lessivés, noirs tachetés, par le dédain bien bougeons, piqués, l'espoir nous rejoint dans leur jardin de lâcheté.
On maudira leur manie, méditera sur du Tolstoï, applaudira Isfahani comme ces petits rats du Bolchoï. Une croix sur l'épaule, des sourates sur l'autre clavicule, disparate sans mes deux pôles en moi porte une canicule.